Aujourd'hui, leur histoire semble appartenir au passé, une page de l'histoire du cinéma et de la guerre. Mais il y a plusieurs décennies, un choix s'est imposé à eux, un choix qui aurait pu tout changer. Une offre à plusieurs millions, des films à gros budget, un retour triomphal dans son pays natal, et une simple condition, prêter son image au régime nazi. Pour certains, la décision aurait été facile, mais pas pour Marlène Dietrich. Pendant ce temps, Jean Gabin, l'icône du cinéma français, voit son pays tomber aux mains des nazis. Rester en France sous l'occupation, accepter des rôles dans des films contrôlés par Vichy, ou tout abandonner et partir. Marlène Dietrich et Jean Gabin vont faire des choix radicaux. Des choix qui ne vont pas seulement bouleverser leur carrière, mais qui vont faire d'eux bien plus que des stars. Mais ce refus, cet engagement, ils vont le payer au prix fort. Traîtres aux yeux de leur pays, surveillés, menacés, ils finiront par se retrouver en première ligne du conflit. Que leur a-t-on proposé? Pourquoi le FBI les surveillait? Quel rôle ont-ils joué dans la guerre et quelles en ont été les conséquences? Aujourd'hui, on revient sur l'histoire méconnue de Marlène Dietrich et Jean Gabin. Dans les années 1930, Marlène Dietrich et Jean Gabin sont au sommet de leur gloire. D'un côté, Marlène Dietrich, l'Allemande exilée à Hollywood, incarne le mystère, la sensualité et l'audace. De l'autre, Jean Gabin, le Français au regard dur et à la voix grave, est devenu l'incarnation du héros populaire, à la fois viril et vulnérable. Ce sont deux icônes absolues, deux mythes du cinéma. Et pourtant, en quelques années, tout va basculer. Lorsque Marlène Dietrich explose dans L'Ange bleu en 1930, Marlène Dietrich est une révélation. Dans ce film, elle est Lola Lola, une chanteuse de cabaret au regard hypnotique, qui fait perdre la tête à un professeur respectable. Lorsqu'elle apparaît à l'écran, juchée sur une chaise, en bas résille et porte-jartelle, le public est sous le choc. Personne n'avait jamais vu une femme aussi provocante, aussi libre, aussi insaisissable. Hollywood s'arrache immédiatement cette beauté glaciale. Le réalisateur Joseph von Sternberg, qui a fait d'elle une star, l'emmène en Amérique et la transforme en une créature de rêve, mi-femme fatale, mi-déesse inatteignable. Son regard perçant, sa voix grave et sensuelle, son attitude androgyne, capable d'ensorceler les hommes comme les femmes, font d'elle une star hors norme. Dans les années 30, elle enchaîne les films devenus cultes comme Morocco, 1930, où elle embrasse une femme à l'écran, une scène qui choque l'Amérique puritaine. Dans Shanghai Express, 1932, où elle incarne une femme aussi dangereuse que sublime. Ou encore dans L'Impératrice rouge, 1934, où elle impose son charisme dans un rôle historique. Elle devient l'égale de Greta Garbo, un symbole d'émancipation féminine à une époque où les actrices sont souvent cantonnées à des rôles de femmes soumises. Son style est inimitable. Elle révolutionne la mode, ose le pantalon, le tailleur masculin, les smokings élégants, brouille les frontières entre les genres. À Hollywood, elle est adulée. À Berlin, elle commence à inquiéter. Les nazis voient d'un mauvais œil cette star allemande qui vit en Amérique, qui joue avec son image, qui refuse de se plier aux diktats d'Hitler. Mais ils n'ont pas encore dit leur dernier mot. Pendant ce temps, en France, un autre acteur est en train de devenir une légende. Jean Gabin, fils d'un couple d'artistes de café-concert, débute sur les planches avant de se faire repérer par le cinéma. Au départ, il enchaîne les petits rôles, souvent dans des comédies légères. Mais lorsqu'il joue dans Maria Chapdelaine en 1934, son charisme crève l'écran. Il devient immédiatement l'homme que tous les réalisateurs s'arrachent. À partir de là, il enchaîne les classiques comme Pépé le Moco, 1937, où il joue un gangster au cœur tendre, un rôle qui fait de lui l'icône du cinéma français. Ou dans La Grande Illusion, 1937, sous la direction de Jean Renoir, il incarne un prisonnier français pendant la Première Guerre mondiale, un film qui est immédiatement interdit en Allemagne par Joseph Goebbels. Ou encore dans Quai des Brumes, 1938, où il devient l'incarnation du héros tragique, avec la célèbre réplique « T'as de beaux yeux, tu sais », adressée à Michel Morgan. Jean Gabin est l'opposé de Marlène Dietrich. Elle est mystérieuse, glamour, provocante. Lui est terre-à-terre, brut, rugueux, mais infiniment charismatique. Il représente le Français moyen, l'homme qui souffre mais qui ne se plaint pas, qui aime sans le dire, qui se bat sans faire de discours. Dans les années 1930, il est au sommet de sa carrière. Mais il le sait, tout peut s'effondrer du jour au lendemain.
Et en 1940, c'est exactement ce qui arrive. Quand Hitler envahit la Pologne en 1939, le monde entier retient son souffle. En 1940, la France tombe en quelques semaines. Pour Jean Gabin, c'est un coup de massue. Son pays est occupé, son cinéma est menacé. Pour Marlène Dietrich, c'est une guerre personnelle. L'Allemagne qu'il a vue naître est maintenant entre les mains d'un monstre. C'est le moment de faire un choix. Beaucoup d'artistes français restent sous Vichy et continuent à tourner. Beaucoup d'artistes allemands font des compromis avec le Reich. Mais ni Marlène Dietrich ni Jean Gabin ne veulent céder. Ils prennent la décision qui va changer leur vie à jamais. Partir. En 1930, Marlène Dietrich prend le bateau pour la première fois pour les États-Unis. La République de Weimar n'a pas encore cédé la place au Troisième Reich. Elle signe alors un contrat avec le studio américain Paramount et en 1931 décide de s'installer en Amérique, se rendant à l'évidence que son avenir professionnel s'écrit désormais là-bas. Quant à Jean Gabin, il prend un bateau pour les États-Unis en 1941, refusant de tourner pour les Allemands. Ils ne le savent pas encore, mais ce voyage va lier leur destin pour toujours. Ils ont tout laissé derrière eux, leur carrière, leur pays, leur confort. L'un est considéré comme un lâche par certains Français qui estiment qu'il aurait dû rester et se battre. L'autre est traité de traîtresse par une partie de l'Allemagne qui ne comprend pas pourquoi elle refuse de soutenir son pays natal. Mais pour eux, la question ne se pose même pas. Il n'y a qu'un seul choix possible. Un choix qui va les mener bien plus loin qu'ils ne l'auraient jamais imaginé. Vers la guerre. Si Jean Gabin a fui la France occupée et ses compromissions, Marlène Dietrich, elle, avait déjà fait son choix bien avant. 5 ans plus tôt, l'Allemagne nazie lui avait tendu un piège doré. Mais elle a refusé de le refermer sur elle. Nous sommes en 1936. Dans son bureau à Berlin, Joseph Goebbels, ministre de la propagande du Troisième Reich, tient entre ses mains le dossier de Marlène Dietrich. Elle est la plus grande star allemande, une ambassadrice idéale pour la gloire du Reich. Le plan est simple, la ramener en Allemagne, faire d'elle l'égérie du cinéma nazi, l'exhiber comme la preuve de la supériorité culturelle du régime. L'offre qu'il lui propose est tentante, trop tentante. Un salaire exorbitant, bien plus que ce qu'elle gagne à Hollywood. Un contrôle absolu sur ses films, avec les meilleurs réalisateurs et techniciens allemands. Un statut unique, un traitement de reine, des privilèges dignes d'une impératrice du cinéma. Marlène Dietrich reçoit l'émissaire du Reich. Elle écoute attentivement et elle répond « Je veux tourner un film ». Joseph Goebbels sourit. Tout peut s'arranger, mais Marlène continue. Un film qui montre la réalité des camps, qui raconte la vérité, qui expose ce que vous cachez. Silence. Le messager blêmit, il comprend. Elle ne négocie pas, elle les met au défi. Le message est clair. Si les nazis veulent Marlène Dietrich, ils doivent renier le nazisme. Joseph Goebbels explose de rage. L'offre est immédiatement retirée. Marlène Dietrich vient de signer son exil. Désormais, pour l'Allemagne nazie, elle est une traîtresse. En juin 1940, la France tombe sous l'occupation allemande. Paris est envahi et le monde du cinéma doit s'adapter aux nouvelles règles imposées par le régime de Vichy et la censure nazie. Certains réalisateurs et acteurs choisissent de rester et de composer avec la situation. Les studios continuent de tourner, parfois avec le soutien des autorités collaborationnistes. D'autres préfèrent faire profil bas, évitant toute prise de position claire. Mais Jean Gabin refuse toute compromission. Rester en France signifie travailler sous la coupe de Vichy, prendre le risque de jouer dans des films validés par la propagande allemande. Partir signifie tout abandonner. Sa carrière, son statut, son pays, et prendre le risque de se retrouver sans avenir dans un pays étranger. Il choisit l'exil. Direction les États-Unis, où il espère pouvoir poursuivre son métier sans trahir ses principes. Mais une fois arrivé à Hollywood, les choses ne se passent pas comme prévu. Dès son arrivée, le FBI le place sous surveillance. Aux yeux du gouvernement américain, il n'a aucun lien officiel avec la résistance. Il n'a jamais affiché une opposition claire à Vichy, et son départ de France est trop récent pour prouver un engagement clair contre l'ennemi. S'ajoute un autre élément troublant, sa relation avec Marlène Dietrich. Elle-même sous surveillance pour son antifascisme affiché, elle attire l'attention des services secrets.
Les autorités américaines veulent comprendre qui est vraiment Jean Gabin. Est-il un simple exilé fuyant le conflit? Un homme cherchant à préserver sa carrière en restant neutre? Ou pire encore, un sympathisant de Vichy infiltré à Hollywood? Jean Gabin devient un homme suspect. Ses déplacements sont observés, ses conversations analysées. Son visa devient une source de pression, son renouvellement étant soumis à un contrôle renforcé. Une avocate, officiellement chargée du dossier, est en réalité une infiltrée des services secrets chargée de collecter des informations sur lui. Les rumeurs commencent à circuler dans les cercles hollywoodiens. Certains le voient comme un homme perdu, cherchant un nouveau souffle. D'autres, plus suspicieux, murmurent qu'il tente de naviguer entre deux eaux, qu'il n'a jamais pris de position tranchée contre l'occupation. Jean Gabin réalise qu'il est coincé dans un piège invisible. Attendre ne fera qu'empirer les choses. Alors, il décide de prouver son engagement d'une manière irréfutable. Il rejoint l'armée française libre. Dès cet instant, il ne sera plus un simple acteur en exil. Il devient un soldat. Jean Gabin, de son vrai nom Jean-Alexis Moncorgé, n'est plus l'acteur charismatique que l'on admire dans les salles obscures. Il n'est plus le romantique désabusé de Quai des Brumes, ni l'officier stoïque de la Grande Illusion. Il est un soldat. Lorsqu'il rejoint la 2e division blindée du général Leclerc, on lui propose un poste plus en accord avec son statut, des rôles de représentation, un travail de communication pour encourager les troupes, peut-être même un documentaire de guerre. Jean Gabin refuse net. S'il est là, ce n'est pas pour jouer un rôle. Il veut être sur le terrain. Avec son âge, 40 ans, certains officiers doutent de sa capacité à s'adapter à la rigueur militaire. Il est plus vieux que la plupart des recrues. Il n'a aucune expérience du combat. Et surtout, il est claustrophobe. Un chef de char claustrophobe, c'est une aberration. Mais il s'accroche. Il passe par toutes les étapes de l'entraînement, souffre en silence et finit par obtenir son affectation. Il sera chef de char sur un Sherman, au cœur des batailles les plus violentes. Nous sommes en avril 1945. La guerre touche à sa fin, mais l'ennemi ne veut pas lâcher prise. Jean Gabin et son équipage se retrouvent en première ligne pour la libération de Royan, où une poche allemande résiste avec acharnement. Les combats sont brutaux, les obus pleuvent. Des amis tombent sous ses yeux. À l'intérieur de son char, il suffoque, mais il ne bronche pas. Son rôle est clair, tenir sa position, avancer coûte que coûte. À chaque coup tiré, il sent la structure du Sherman trembler sous lui. L'odeur de la poudre, la chaleur étouffante du blindé, les cris des blessés. Il comprend que la guerre n'a rien d'un film. Il est Jean Moncorgé, soldat. Lorsque la ville est enfin prise, il ne se repose pas. Son unité continue sa progression vers l'Allemagne, traversant les terres dévastées par la guerre. Le 4 mai 1945, la 2e DB de Leclerc atteint Berchtesgaden, l'un des derniers bastions nazis. C'est ici que se trouve le nid d'aigle d'Hitler, sa résidence perchée dans les montagnes bavaroises. Jean Gabin est dans l'un des premiers chars à entrer dans la ville. Dans les rues désertes, l'ambiance est étrange, presque irréelle. Les soldats progressent prudemment, attendant des pièges, des embuscades. Mais il n'y a rien. Les nazis ont fui. Lorsque Jean Gabin entre dans le bunker, il réalise l'ironie de la situation. Quelques années plus tôt, il jouait des rôles de militaires, de résistants, de héros dans des décors de cinéma. Aujourd'hui, il tient son fusil dans un véritable bunker nazi. Il est un témoin direct de la fin du Troisième Reich. Jean Gabin n'était pas seulement un acteur. Il était un soldat, un combattant, un héros. Marlène Dietrich aurait pu rester à Hollywood. Elle aurait pu tourner des films de propagande, se produire sur les scènes les plus prestigieuses, utiliser son image pour soutenir l'effort de guerre depuis la sécurité des États-Unis. Mais Marlène ne fait jamais rien à moitié. Si elle s'engage, c'est pour de vrai. Et son engagement va l'emmener là où aucune autre star hollywoodienne n'a osé aller. Au plus près des combats, sous les bombes, en première ligne avec les soldats alliés. Dès 1943, Marlène Dietrich rejoint l'USO, United Service Organizations, une organisation dédiée à remonter le moral des troupes américaines. On lui propose d'enregistrer des chansons et d'animer des spectacles dans des bases militaires. Mais ça ne lui suffit pas. Elle veut aller plus loin. Elle exige de se rendre directement sur le front.
Les officiers hésitent. Une femme, une star de son envergure, au milieu des combats, trop risqué, mais elle insiste, argumente, refuse de rester à l'arrière. Finalement, elle obtient gain de cause et elle va tout donner. Pendant des mois, elle parcourt l'Afrique du Nord, l'Italie, la France et l'Allemagne. Elle se produit dans des camps, des bases militaires, des hôpitaux de fortune. Parfois, elle chante au milieu des ruines fumantes, quelques heures seulement après les bombardements. Mais ce qui va véritablement marquer son passage sur le front, c'est une chanson. Lili Marleen. À l'origine, c'est une chanson allemande écrite en 1915 et popularisée en 1939. Elle raconte l'histoire d'un soldat pensant à sa bien-aimée sous la lumière d'un réverbère. Les soldats allemands l'adorent, mais les soldats alliés aussi. Alors Marleen se l'approprie. Sa version devient un symbole, un chant qui transcende les camps adverses. Dans les tranchées, on raconte que parfois, le soir, des soldats allemands et américains fredonnent la chanson en même temps. Elle dira plus tard, « Quand j'ai vu que même l'ennemi écoutait ma voix, j'ai compris que la musique pouvait être plus forte qu'une armée. » Contrairement aux idées reçues, Marlène Dietrich ne se contente pas de chanter et repartir dans un hôtel confortable. Elle vit avec les soldats. Elle dort sous des tentes, partage leur rationnement, endure le froid mordant et la boue des tranchées. Elle contracte même une pneumonie après être restée trop longtemps exposée au climat glacial de l'hiver européen. Parfois, elle se retrouve à quelques kilomètres seulement des combats. On lui interdit d'aller plus loin. Trop dangereux. Mais elle trouve toujours un moyen de passer outre les interdictions. Un jour, sur le front italien, elle ignore les ordres et s'infiltre plus près des lignes ennemies pour chanter devant un groupe de soldats qui n'avaient pas eu de visite depuis des mois. Un officier lui dira plus tard, « Vous êtes folle, vous auriez pu vous faire tuer. » Elle répondra simplement, « Et eux, ils ne peuvent pas se faire tuer ?» En 1945, alors que les Alliés avancent en Allemagne, Marlène suit les troupes. Et un jour, elle entre dans un camp de concentration libéré. Ce qu'elle voit la hante à jamais. Des survivants squelettiques, des fosses communes, l'odeur de la mort encore présente. C'est là, devant cette horreur inimaginable, qu'elle comprend que son choix de combattre le nazisme n'a jamais été une simple question d'idéologie. C'était une question d'humanité. Elle dira plus tard, « Je savais que j'avais raison, mais je ne savais pas à quel point. » Quand la guerre se termine, Marlène Dietrich n'est plus la même femme. Elle est amaigrie, épuisée, vidée. Elle a vu l'horreur, elle a ressenti la peur, elle a dormi dans des conditions inhumaines. Et pourtant, elle n'a jamais reculé. Elle aurait pu rentabiliser son engagement en faisant des films patriotiques, en écrivant un livre sur son expérience. Mais elle refuse de se mettre en avant. Elle ne veut aucune médaille, aucune cérémonie. Pour elle, les vrais héros, ce sont ceux qui ne sont pas revenus. Mais les États-Unis, eux, veulent lui rendre hommage. En 1947, elle reçoit la Medal of Freedom, la plus haute distinction civile américaine. Elle l'accepte, mais sans fierté excessive. Pour elle, ce n'était pas un exploit, juste son devoir. Elle n'a jamais tiré un coup de feu, mais elle a fait trembler le Troisième Reich avec sa voix. Elle a refusé la richesse pour l'honneur. Elle a chanté sous les balles, traversé les lignes ennemies, enduré la guerre avec ceux qui la faisaient. Elle a perdu un pays, mais elle a gagné le respect du monde. Un dernier hommage, sans musique, sans projecteur, une femme, seule, face à l'histoire. La guerre est finie. L'ennemi est vaincu, le monde célèbre la paix retrouvée. Mais pour Jean Gabin et Marlène Dietrich, ce n'est pas un retour triomphal. Ce qu'ils ont vécu les a transformés. Et même si leur combat s'est terminé sur une victoire, ils ne seront plus jamais les mêmes. Marlène Dietrich et Jean Gabin se sont trouvés dans la guerre. Lui, l'homme d'action, solide et protecteur. Elle, la femme de caractère, déterminée et engagée. Ils avaient tout pour être un couple indestructible. Pendant la guerre, leur relation a survécu aux épreuves. Ils se sont soutenus, écrivant l'un à l'autre, partageant les rares moments où ils pouvaient être ensemble. Leur amour a grandi dans l'urgence, dans l'adrénaline du combat. Mais une fois la guerre terminée, la magie disparaît. Le contexte qui les avait unis n'existe plus. Ils ne sont plus le soldat et la chanteuse au front, prêts à tout sacrifier pour la liberté. Ils redeviennent deux acteurs, mais des acteurs profondément marqués par le conflit.
En 1945, Jean Gabin rentre en France avec l'espoir de retrouver sa carrière d'avant-guerre. Il pourrait être accueilli comme un héros en France. Mais lorsqu'il rentre, on ne l'attend pas avec des honneurs, mais avec du scepticisme. Certains lui reprochent d'avoir quitté la France trop tôt, de ne pas avoir fait partie des premiers résistants. D'autres ne comprennent pas pourquoi un acteur a voulu jouer au soldat, comme si son engagement au front n'avait été qu'un caprice. Pourtant, il a tout risqué. Mais la France d'après-guerre ne veut plus d'un Jean Gabin militaire. Pire encore, lorsqu'il reprend sa carrière, on ne le regarde plus de la même manière. Le public ne le reconnaît plus. Il n'est plus le jeune premier romantique des années 30, celui qui faisait fondre les cœurs avec son regard mélancolique. Il a vieilli. Son regard s'est durci. Il est plus marqué, plus sombre. Les rôles de jeunes premiers ne sont plus pour lui. Fini les rôles de jeunes amants tourmentés. Il doit se réinventer. Il a vu la mort de trop près. Il a vécu l'horreur de la guerre. Et il ne peut plus jouer les héros tragiques au charme irrésistible. Les rôles qu'il aurait obtenus sans hésitation reviennent à d'autres. Et c'est ainsi qu'il devient le Gabin des années 50 et 60, celui de « Touchez pas au Grisby », de la traversée de Paris, du Singe en hiver. Un homme marqué par la guerre, plus dur, plus cynique, l'homme fatigué qui a trop vécu pour croire encore aux illusions, et un vétéran du feu qui ne parle plus jamais de ce qu'il a vécu sur le front, mais qui n'a jamais oublié. Son personnage à l'écran devient le reflet de ce qu'il est devenu dans la vraie vie. De son côté, Marlène Dietrich n'est pas mieux lotie. Elle a sacrifié sa carrière pour lutter contre Hitler, elle a enduré la guerre au plus près des troupes, elle a soutenu la liberté, en sacrifiant des années de sa vie pour la victoire alliée. Lorsqu'elle revient en Allemagne en 1960, elle pense être accueillie en héroïne. Mais lorsqu'elle revient à Berlin, elle découvre une réalité bien différente. Des manifestants l'attendent. On la siffle, on la hue, on la traite de traîtresse. On l'accuse d'avoir tourné le dos à son pays, de s'être rangée du côté de l'ennemi. Pourtant, elle n'a jamais trahi son peuple. Elle a combattu un régime, pas l'Allemagne. Mais l'amalgame est fait. Pour beaucoup, elle est une paria. Ce jour-là, elle comprend que l'Allemagne ne lui pardonnera jamais. Ce jour-là, son cœur se brise. Elle s'enferme dans un mutisme glacial. Et lorsqu'un journaliste lui demande ce qu'elle ressent, elle finit par lâcher cette phrase terrible. « Si j'avais su que je serais autant haïe en Allemagne, je serais morte sur le front. » Après cet affront, elle ne reviendra plus jamais dans son pays natal. Elle passe le reste de sa vie exilée à Paris, recluse, loin des projecteurs, loin des scènes, lointaine comme un fantôme du passé. Après la guerre, Marlène Dietrich et Jean Gabin tentent de reprendre leur carrière. Et en 1946, une occasion unique se présente. Tourner un film ensemble, en France. Ce sera Martin Roumagnac, un drame réalisé par Georges Lacombe. C'est un moment symbolique. Pour Marlène Dietrich, c'est sa première production française, un retour sur le continent européen qu'elle avait fui. Pour Jean Gabin, c'est une tentative de retrouver sa place dans le cinéma français après des années d'exil et de combat. Sur le papier, le film a tout pour être un succès. Un couple mythique, une histoire passionnelle, un contexte d'après-guerre où le public a soif de grandes émotions. Martin Roumagnac raconte l'amour impossible entre un entrepreneur du bâtiment, Gabin, et une femme fatale mystérieuse, Dietrich. Leur relation, entre désir et tragédie, rappelle étrangement leur propre histoire. Mais le tournage est difficile. Ce qui les unissait pendant la guerre s'effrite. Les tensions s'accumulent. Marlène Dietrich, perfectionniste et exigeante, se heurte à un Jean Gabin désabusé, qui ne supporte plus son attitude trop hollywoodienne. Leur alchimie à l'écran cache mal une réalité plus amère. Leur amour appartient au passé. À sa sortie, le film attire plus de 2 millions de spectateurs en France, mais il ne rencontre pas le succès espéré. Peut-être parce que le public sent que la magie entre eux s'est éteinte. Martin Roumagnac sera leur unique film ensemble. Une dernière danse avant de prendre des chemins différents. Peu après, Marlène Dietrich repart aux États-Unis. Gabin, lui, reste en France. Ce tournage aura été leur dernier moment partagé. L'épilogue d'une histoire d'amour née sous les bombes et achevée sous les projecteurs. La guerre avait fait de Jean Gabin et Marlène Dietrich un couple indissociable. Mais la paix les sépare. Lui veut retrouver sa place en France.
Elle, brisée par l'accueil que lui a réservé l'Allemagne, reste aux États-Unis. Leur relation qui avait été si forte dans l'adversité commence à s'effriter. Ils ne sont plus les mêmes personnes. Ils sont fatigués, marqués, usés. Petit à petit, ils s'éloignent jusqu'à ne plus être qu'un souvenir l'un pour l'autre. Ils auront été unis dans la tempête, mais incapables de survivre au calme après l'orage. La guerre leur a pris beaucoup plus que quelques années de leur vie. Elle leur a pris leurs illusions, leur insouciance, leur pays, leur amour. Jean Gabin ne parlera plus jamais de ce qu'il a vécu sur le front. Ses médailles restent cachées, ses souvenirs enfouis. Marlène Dietrich, elle, disparaît progressivement de la scène publique. Elle ne cherche plus la lumière. Elle n'a plus rien à prouver. Ils ont changé le cours de l'histoire. Mais l'histoire, elle, les a laissés derrière. Ils auraient pu choisir la facilité. Ils ont préféré risquer leur carrière, leur réputation, leur vie. Jamais ils n'ont courbé l'échine. Jean Gabin et Marlène Dietrich n'étaient pas juste des stars. Ils étaient des